Une macabre découverte. On a trouvé un corps dans une carrière. Il avait reçu une balle dans la tête. Et avait été jeté là. Les enquêteurs sont bloqués. On ne connaît l'identité ni du tueur ni de la victime. Par où commencer? La victime, un homme d'âge mûr au passé mystérieux Il était très discret. Il le rencontrait dans les cafés. et au mode de vie douteux. C'était plus grave que le pensait le propriétaire. Une colocataire qui manque à l'appel. Est-elle une témoin? Est-elle une victime? Est-elle vivante? Un ami disparu. J'en ai eu des frissons dans le dos. Oh mon Dieu, il y a peut-être 3 victimes. Cette horrible attaque ne serait-elle qu'un début? Aurait-il été tué par un membre du crime organisé? Les enquêteurs espèrent que la science pourra les aider à élucider le crime. On pouvait voir qu'une section du tapis avait été enlevée. Il y avait du sang. C'était un incroyable casse-tête médico-légal. Il y avait 10 magnifiques empreintes digitales. Mais le tueur aura-t-il le dernier mot? Qui a appuyé sur la gâchette? Nous avions un vrai mystère sur les bras. L'été s'annonçait long et chaud. Les chutes Niagara, l'un des attraits naturels les plus spectaculaires de l'Amérique, attirent chaque année plus de 12 millions de visiteurs. En ce long week-end de mai, les touristes affluent. À moins d'une heure de là, 7 adolescents flânent près d'un plan d'eau plus calme. Alison Schoenfeld et ses amis se trouvent au bassin de la carrière de Wainfleet, vestige d'une ancienne cimenterie au nord du lac Erie. On était contents de passer le week-end ensemble à sauter du haut du pont. La chaleur de l'été n'est attendue que dans un mois, ce qui n'empêche pas les adolescents de faire le grand saut. C'était saisissant de sauter dans l'eau froide, alors on se dépêchait à nager jusqu'à la rive pour sortir. Du pont de la carrière, ils remarquent un objet intrigant juste sous la surface de l'eau. En regardant en bas, on a vu un sac sur lequel il était écrit US en lettres noires. On a pensé que c'était un sac postal ou une poche contenant de l'argent ou un animal mort. L'un de nous a dit que c'était peut-être un cadavre et on a tous pouffé de rire. Ce qu'ils vont découvrir est loin d'être une blague. En tirant le sac, on s'est aperçu qu'il était incroyablement lourd. Et quand on a voulu sortir, l'eau qui était autour est remontée à la surface et est devenue toute rouge. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait vraiment un mort dans le sac. Horrifiés, les adolescents ailent un motocycliste pour qu'il appelle la police. On ne pouvait pas croire ce qu'on venait de trouver. Donna Moody peut y croire. C'est elle qui dirige l'unité des crimes majeurs du service de police de Niagara. Nous étions déjà très occupés à tenter de résoudre 2 homicides. On travaillait jour et nuit, ce qui nécessite beaucoup de ressources. Les enquêteurs étaient fatigués. Ils en avaient plein les bras quand on a reçu cet appel. L'enquêteur en chef, Mark Lightfoot, est mis en charge du dossier. Je me suis rendu à la carrière et j'ai sécurisé les lieux. Il existe un réel danger sur une scène de crime extérieure que des éléments de preuve se perdent ou soient contaminés. Il ne s'agit pas seulement de sortir un objet de l'eau. Tout doit être méticuleusement fait pour qu'on ne perde aucun indice. Pendant près de 2 heures, les plongeurs s'affairent à rapporter l'encombrant objet sur la rive. Ça ressemblait à un sac en plastique noir. Du plastique noir épais entouré de rubans adhésifs. Avec une enveloppe en toile où on pouvait lire US. À l'intérieur, il y avait une sorte de drap semblable à une housse de sac de couchage. Et dans la housse, une vision troublante. C'était le corps d'un homme. Il devait avoir entre 35 et 50 ans. Un homme, la quarantaine, cheveux foncés, queue de cheval. Une grosse moustache Fu Manchu. Et aucune pièce d'identité. Il avait reçu une balle derrière l'oreille droite. Le sac avait été rempli de blocs de jardin en béton. En voyant quelque chose comme ça, on pense tout de suite à une traditionnelle attaque de membres du crime organisé ou de motards criminalisés. Une seule balle dans la tête, ça laisse croire que c'est un règlement de compte.
Effectivement, les bandes de motards sont très actives dans la région de Niagara. On savait que ça commençait à brasser. Avec 2 bandes rivales, on s'attend à voir le sang couler à flot. Si les motards ou la mafia sont responsables, les policiers n'auront pas la tâche facile. Dans cette sous-culture, il est rare que les gens coopèrent. Si la victime avait un lien avec le crime organisé, les policiers de première ligne le reconnaîtront peut-être. Paul Granton, du service de médecine légale, les fait donc venir à la carrière. J'ai demandé à plusieurs agents d'examiner le visage de l'homme, mais aucun d'eux n'a pu l'identifier. Ils ne l'avaient jamais vu. On ne connaît l'identité ni du tueur ni de la victime. Il faut savoir qui c'est, avant même de songer à découvrir qui a fait ça. Les empreintes de la victime pourraient aider, mais est-il possible de les relever sur ce corps gorgé d'eau? Pour la première fois, on a eu de la chance. Il n'était pas là depuis des mois. Je peux extraire une empreinte digitale d'un cadavre dès qu'on le découvre en appliquant un peu de poudre dactyloscopique sur son pouce et en la retirant avec du ruban adhésif. Un policier emporte l'empreinte du pouce au commissariat. Permettra-t-elle d'identifier l'homme assassiné? On a tout de suite entré ces empreintes dans le système AFIS, le système informatisé de dactyloscopie du Canada. Il nous a retourné un résultat négatif. Impossible de l'identifier. Aucune correspondance. Les policiers sont dans une impasse. Un corps gorgé d'eau est retrouvé dans le bassin d'une carrière de l'Ontario. La victime, non identifiée. Un homme, la quarantaine, cheveux foncés, queue de cheval. Le meurtre a toutes les apparences d'un règlement de compte. Le corps a été emballé dans du plastique noir et alourdi par des briques de jardin. La victime semble avoir été tuée par une balle de petit calibre derrière l'oreille droite. Les enquêteurs passent les empreintes dans le système canadien de dactyloscopie sans succès. Puis, ils font volte-face pour se concentrer sur le tueur. Mais l'identifier ne sera pas non plus une mince affaire. Ils recherchent des indices que l'assassin aurait pu laisser sur le sac de plastique. L'eau complique toutes les enquêtes médico-légales, mais les empreintes digitales sont hydro-résistantes. Le ruban adhésif qui entourait le sac peut être une source d'empreintes. Lorsque les doigts ou les paumes entrent en contact avec le côté adhésif du ruban, une partie de l'épiderme y reste collée. On a donc envoyé le ruban et le sac au bureau de la police provinciale de l'Ontario d'Orillia. Pendant que les enquêteurs attendent les résultats des analyses qui pourraient identifier le tueur, On a patrouillé dans la zone, selon nos méthodes habituelles. On a frappé aux portes pour parler aux gens des environs. Personne n'avait rien vu, ni rien entendu. L'été s'annonçait long, chaud et pénible. un été aggravé par les médias assoiffés de nouvelles sordides, comme le chroniqueur judiciaire Grant Laflèche. C'était excitant pour un journaliste. On avait un vrai mystère sur les bras. On ne savait pas ce qui s'était passé, la police non plus, alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour en apprendre le plus possible. Mais la chef adjointe Donna Moody hésite à divulguer de l'information, de peur que l'enquête ne soit compromise. Il y a toujours quelque chose qu'on essaie de découvrir dès le début. Un petit détail que seul le tueur ou un complice qui se trouvait sur les lieux du crime pourrait connaître. C'est ce qu'on appelle communément la preuve secrète. Dans ce cas, la preuve secrète est la cause du décès. Quand on a entendu parler de l'affaire, on a pu savoir qu'ils avaient trouvé le corps d'un homme dans un sac, mais pas comment il était mort. Grâce à mes sources au sein du service de police, j'ai découvert que la victime avait reçu une balle derrière la tête, tirée à bout portant par une arme de petit calibre. Sa découverte fait les manchettes. Les enquêteurs étaient contrariés. Ils n'avaient pas dit que c'était un calibre 22, mais l'article disait clairement « arme de petit calibre, balle dans la tête ». La police pense à un règlement de compte des motards criminalisés. Ennuyé, Donna Moody élabore un plan pour que les médias l'aident à identifier la victime, plutôt que de nuire à l'enquête. À l'autopsie, ils ont photographié l'homme décédé de côté et de face. J'ai voulu faire publier ces photos pour que le public nous aide à l'identifier. Ils nous ont envoyé une photo de la victime prise à la morgue. Seulement son visage. Ma première réaction a été de me dire « Super, publions-la ».
Mais les dirigeants du journal craignent qu'une photo de cadavre soit mal reçue par les lecteurs. On n'a donc pas publié la photo. On était déçus qu'il ne la publie pas, mais on progressait dans une autre sphère de l'enquête. C'est-à-dire tenter d'identifier le corps en déterminant l'origine du sac en toile. Le sac dans lequel se trouvait le corps était un sac de l'armée américaine, ce qui laissait croire qu'il pouvait appartenir à un citoyen américain. L'empreinte de la victime pourrait-elle donc être appareillée dans la base de données américaine? L'opérateur du système automatisé d'identification dactyloscopique de la police de Niagara a apporté l'empreinte aux États-Unis. Il a apporté lui-même les empreintes, les a entrées dans leur système et la victime a pu être identifiée. 3 jours après avoir repêché son corps dans l'eau, la police connaissait enfin le nom de la victime. Paul Campagna. La correspondance était parfaite. Et c'était génial parce que ça nous a permis de commencer à déterminer le fil des événements en fouillant dans son passé. La police a appris que Paul Campagna avait grandi en banlieue de Buffalo. Mais comment avait-il pu aboutir mort dans une carrière de l'Ontario? Après l'avoir identifié, on est tout de suite allé voir sa famille pour leur annoncer la triste découverte. La sœur de Paul Campagna, Ida, rentre du travail ce soir-là sans se douter de ce qui l'attend. Il y avait des voitures de police dans l'allée devant notre maison. Et ma mère était dans la salle de séjour, blanche comme un drap. Les policiers m'ont dit que mon frère avait été assassiné. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment avait-on pu faire ça à notre mère, à notre famille? Si Paul Campagna était membre du crime organisé ou d'une bande de motards, rien ne le laissait présager. Paul a étudié la médecine à l'université de Dartmouth, un établissement de renom. Il a très bien réussi. Il est devenu médecin. Il a travaillé dans les urgences, puis comme inspecteur d'hôpitaux pour le gouvernement fédéral. Ensuite, il a décidé qu'il voulait aussi être avocat et il s'est inscrit à la faculté de droit d'Oxford. Il était très doué, très intelligent. Il avait une grande carrière et un bel avenir devant lui. Jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne changer sa vie et miner sa relation avec sa famille. Il a eu un accident de voiture et s'est blessé au dos. Il est devenu inapte au travail. L'opération qu'il a subie au dos a échoué. Il souffrait énormément. Il a abandonné sa carrière. Il s'est éloigné progressivement de ses proches, y compris de sa très dévouée mère. Un jour, ma mère était assise dans sa voiture. Paul est passé. Il a tapé dans la vitre, il ne lui a pas dit un mot et il est parti. Ça a dû lui briser le cœur. Ils ont dit qu'il travaillait peut-être à l'université, au service des échanges étudiants. La famille endeuillée ne peut expliquer pourquoi on aurait tué Paul aussi brutalement. Les enquêteurs reportent leur attention sur la région de Niagara, où le corps a été découvert. Maintenant qu'on avait un nom, on pouvait procéder à l'examen de nos dossiers locaux. Quand on a entré le nom de Paul Campagna, on s'est aperçu qu'il avait eu un contact avec la police régionale de Niagara. Il avait été impliqué dans une collision entre 2 véhicules à Niagara Falls. Les immatriculations de la voiture révèlent un fait surprenant. Le propriétaire inscrit n'était pas Paul Campagna. Le véhicule était immatriculé au nom d'une femme. Le nom figurant au dossier est celui d'Hiromi, une étudiante japonaise qui fréquente l'université de Buffalo. Après vérification, l'Agence des services frontaliers du Canada nous a confirmé que Hiromi était sous surveillance parce qu'elle vivait illégalement au Canada, sur l'avenue Orchard. Donna Moody rassemble donc une équipe qu'elle envoie sur les lieux. À l'adresse qu'on nous avait donnée, on a trouvé le véhicule dans l'entrée. On a surveillé la maison un moment, mais il n'y avait aucune activité. Elle semblait être vide. Le terrain était mal entretenu. Dans le jardin clôturé, il y avait une piscine creusée qui n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. L'eau était verte et sale. Nous avons fait un peu de prospection chez les voisins. La description qu'ils nous ont faite de Paul Campagna correspondait aux données que nous avions. Ils nous ont dit qu'une jeune japonaise habitait là également. On a placé une patrouille pour surveiller les allées et venues à cette adresse, mais il ne s'est rien passé de toute la nuit.
La police commence à craindre le pire. La principale question à ce stade était « Où est Hiromi ?» Les enquêteurs de la police de Niagara ont plus de questions que de réponses dans cette affaire de meurtre du docteur Paul Campagna de Buffalo. Une information des services frontaliers les a menés à la résidence de Niagara Falls où vivait la victime. La maison était louée par une étudiante japonaise de 27 ans prénommée Hiromi, mais elle est introuvable. Est-elle une témoin? Est-elle une suspecte? Ou bien est-elle une autre victime? Il ne semblait pas y avoir d'activité du tout dans la maison. À notre deuxième jour de surveillance, on a décidé d'essayer d'obtenir un mandat de perquisition pour la résidence. En plus de chercher Hiromi, nous cherchions des indices qui auraient pu relier cette maison à la scène de crime sur Quarry Road. Cette maison pouvait très bien être le lieu du crime. Nous étions nerveux. On attendait impatiemment notre mandat. quelques jours après la macabre découverte du corps de Paul Campagna, la police se voit délivrer un mandat de perquisition pour fouiller la maison où il vivait. La maison était abandonnée. Ils ont trouvé une maison impeccablement propre, contenant très peu de meubles. Il y avait un matelas posé sur le sol, quelques vêtements et très peu d'éléments indiquant que quelqu'un habitait là. Les policiers sont soulagés de n'avoir rien trouvé. Une fois dans la maison, on a vite constaté qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Le but de notre enquête était de nous assurer qu'elle était en sûreté. On a vidé la piscine pour vérifier s'il n'y avait rien au fond. L'équipe de médecine légale cherche des indices qui pourraient relier cette maison au meurtre de Paul Campagna. On a trouvé un rouleau de plastique noir épais, semblable à celui qui enveloppait le corps, et du ruban adhésif. Hiromi aurait-elle subi le même sort que Campagna? Où était l'étudiante japonaise? Notre mandat nous donnait le droit de fouiller la voiture garée dans l'allée et qui était à son nom. Il n'y a pas de traces d'Hiromi à l'intérieur, mais ce qu'ils découvrent dans la voiture leur fournit une étonnante piste. Dans le coffre, on a trouvé plusieurs sacs de feuilles de marijuana séchées. Il y avait de la terre et des tiges de plants de marijuana. Ce qui nous indiquait clairement qu'il y avait eu culture. Nous n'avons pas trouvé de traces de plantation de marijuana dans la résidence. Les policiers examinent les factures d'électricité de la maison pour y détecter toute consommation excessive, signe révélateur de la présence d'une plantation. Les relevés d'électricité dénotaient une consommation exagérée plus tôt dans l'année. On a donc tenu pour acquis qu'il y avait eu une plantation sur la rue Orchard, mais qu'elle avait été déplacée. Mais déplacée où? C'était aussi mystérieux que la disparition d'Hiromi. On a fait quelques vérifications sur Hiromi et on a trouvé un numéro à composer en cas d'urgence dans son dossier de l'université de Buffalo. Mark Lightfoot, le détective responsable de l'enquête, a composé directement le numéro qui menait au Japon. Quelqu'un a répondu. J'ai demandé si je parlais à Hiromi et elle m'a dit que oui. Je me suis tout de suite identifié comme étant un policier de Niagara Falls, au Canada. Il lui révèle que Campagna a été assassiné. Elle est devenue très silencieuse. Je lui ai alors demandé la nature de sa relation avec Paul Campagna. Elle a dit qu'ils étaient amis. Elle suivait des cours qui l'amenaient à voyager partout dans le monde. Il habitait la maison un peu comme un gardien. Elle lui avait aussi confié sa voiture. Comme elle nous a dit sans détour qu'elle avait vécu avec lui et qu'elle avait loué la résidence pour lui, j'étais convaincu que je parlais vraiment à Hiromi. Elle dit à la police que 5 mois auparavant, elle avait découvert que Campagna cultivait de la marijuana dans la maison. Elle lui avait ordonné d'arrêter et il avait obéi. Même si Hiromi affirmait qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre de Paul Campagna, elle n'en demeurait pas moins une suspecte, peut-être même une témoin potentielle. Elle paraissait évasive au téléphone. ils informent les autorités japonaises de leur enquête. Éventuellement, la police japonaise nous a confirmé que d'après son passeport, elle avait quitté le Canada et qu'elle était de retour au Japon au moment du meurtre. La police examine le registre des appels de la résidence de l'avenue Orchard pour les quelques jours précédant le meurtre. Puisqu'Hiromi est rentré au Japon, il suppose que tous les appels ont été faits par Paul Campagna. Notre mandat nous permettait aussi d'examiner le registre des appels. Nous avons fait un suivi auprès de toutes les personnes qui avaient été appelées de cette adresse. La plupart connaissaient leur interlocuteur sous le nom de John. Mais si Campagna vivait dans la maison,
Qui est ce John qui a fait tous ces appels à partir de celle-ci? La police interroge les personnes qui ont été contactées. Ils en savaient très peu sur l'homme qu'ils appelaient John. Il était très discret. Ils le rencontraient dans les cafés ou passaient par des amis ou des connaissances. Mais il se présentait toujours comme un vendeur de drogue impliqué dans le crime organisé. Il utilisait les termes Big Tony, Sammy et d'autres noms qui laissaient supposer qu'il avait des rapports avec le milieu. Ces noms sont bien connus dans le monde du crime organisé de Niagara Falls. En montrant des photos de la victime, la police parvient à déterminer que le dénommé John n'est nul autre que Paul Campagna. Cet ancien médecin et professeur était-il véritablement impliqué dans le crime organisé? Le cas échéant, s'en serait-il trop vanté aux yeux de ses sombres patrons? Un membre du crime organisé serait-il venu l'abattre? Notre perquisition sur l'avenue Orchard nous a laissé avec plus de questions que de réponses. Pour couronner le tout, les enquêteurs mettent la main sur de mystérieuses notes. Pendant la fouille, ils ont trouvé plusieurs notes manuscrites adressées à une personne prénommée Matt. C'était des directives qui lui indiquaient de nettoyer la piscine, la maison, de tondre le gazon, ce genre de choses. Le ton était assez oppressif sur toutes les notes. C'était comme des ordres qu'on aurait donnés à un employé, sur un ton très autoritaire. Le ton en était presque humiliant. Matt ne figurait pas dans le registre des appels. On ne savait pas qui il était. Matt semblait être un homme à tout faire, ou une sorte de garçon de course. Nous avions maintenant un troisième problème. Où était Matt? Il était clairement venu ici. 5 jours après avoir repêché le corps de Campagna à la carrière, Matt est leur meilleure piste. On a fait du porte-à-porte dans le quartier. Connaissez-vous Matt? Ils ont tous décrit un jeune homme de 20 ou 21 ans, cheveux blonds courts, qui faisait des travaux à la maison, mais ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs semaines. Convaincus que le jeune homme décrit par les voisins est bel et bien le Matt à qui s'adressent les notes, les enquêteurs diffusent un communiqué à tout le service de police. Quelqu'un connaît-il un Matt qui aurait un lien avec l'avenue Orchard de Niagara Falls? Pendant que les enquêteurs s'efforcent de retrouver Matt, la police entend parler d'un cas sans rapport apparent qui déclenchera une étonnante chaîne d'événements. Muni d'un mandat de perquisition, Terry Thompson, de la division des crimes de rue, répond à l'appel d'un propriétaire inquiet de Niagara. Il avait remarqué des anomalies à la résidence. Il n'avait pas vu le locataire depuis quelques semaines. Le gazon n'était pas tondu. Il s'est rendu sur place, il a vu des plants de marijuana, il a fait demi-tour et il a appelé la police. J'ai tout de suite su que c'était plus grave que le pensait le propriétaire. Dans la maison de l'avenue McGrail, Thompson et son équipe trouvent près de 1200 plants de marijuana, morts ou agonisants. On aurait dit que quelqu'un avait dû partir très vite et les avait abandonnés là. Tandis que son équipe examine la maison, Thompson remarque quelque chose qui interrompt brutalement ses recherches. Personne n'avait encore touché au plan de marijuana. J'attendais l'arrivée des autres avant de démanteler l'exploitation. Je faisais donc le tour du salon et c'est là que j'ai remarqué une petite boîte qui contenait 4 ou 5 livres. Quand j'ai voulu ouvrir la boîte, j'ai soulevé les rabats et la facture s'est retournée. J'ai eu des frissons dans le dos quand j'ai vu l'adresse. La boîte portait l'adresse de la maison de Paul Campagna sur l'avenue Orchard, à quelques pâtés de maisons à l'ouest. Y avait-il un lien entre cette installation de culture et Campagna? Se pouvait-il que ce soit le lieu du crime? J'ai dit aux autres qu'il fallait s'en aller au plus vite parce que les deux endroits étaient peut-être liés. Il ne fallait rien déplacer dans la maison. D'un seul coup, le nom du locataire indiqué sur le mandat de perquisition a pris tout son sens. Quand j'ai fait la demande de mandat, le propriétaire m'a donné le nom du locataire, un dénommé Matthew Bowden. Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Matthew Bowden. Le Matt, tant recherché par les inspecteurs, pouvait-il être Matthew Bowden, le locataire de cette maison? On avait maintenant une installation de culture et une boîte trouvée sur place qui portait l'adresse de l'avenue Orchard. On commençait à faire des liens. On a suspendu la fouille de l'exploitation de culture. La maison était peut-être liée au meurtre.
Sans ce lien, les détectives auraient très bien pu procéder au démantèlement de l'exploitation de culture. On met tout ça dans des sacs, on retourne la terre, on déplace des produits chimiques, ça aurait fait pas mal de dégâts. On aurait pu détruire toutes les preuves de l'homicide qu'il y avait sur place. Le chef de l'équipe médico-légale, Paul Granton, prend les commandes. Au départ, il n'y avait pas d'indication que c'était le lieu du crime. Puis, Granton a trouvé des clés sur la table de salon. Quelle porte ouvrirait-elle? Il y avait 2 clés. La première était celle de la maison de la rue McGrail, mais on ne savait pas à quoi servait la deuxième. L'expert médico-légal m'a demandé d'aller essayer la clé sur l'avenue Orchard. Un pressentiment, je suppose. Et ça a marché. C'était la bonne clé. Ils ont relié les 2 maisons, mais... Où est Matt? Est-il une victime? Comment le retrouver? Le propriétaire fournit à la police une stupéfiante information issue du bail de Matthew Bowden. Il avait indiqué comme référence le nom de Hiromi et le numéro de téléphone de l'avenue Orchard. Un autre lien entre Matthew Bowden et Paul Campagna. La police examine de nouveau le registre des appels et y trouve une entrée au nom de Bowden, associée à une résidence de Dunville. C'était le numéro des parents de Matt. Ils nous ont dit que leur fils allait bien et qu'il était vivant. Il était rentré à la maison, à Dunville, où il occupait 2 emplois à temps partiel. Matt Bowden est arrêté pour culture de drogue et est mis en détention. 2 semaines après que Paul Campagna, 49 ans, a été abattu, mis dans un sac et jeté à l'eau, la police ne sait toujours pas qui a commis cet horrible crime. Ils ont arrêté une seule personne, Matt Bowden, 21 ans, soupçonné d'exploiter une plantation de marijuana à Niagara. Ils l'ont arrêté pour culture de cannabis suite à la perquisition effectuée à la résidence de l'avenue McGrail. En plus d'exploiter l'installation de culture, il semble que Bowden était aussi responsable d'entretenir la maison de Paul Campagna. C'était un jeune homme calme et intelligent. Il paraissait complètement dépassé par la situation. Quand je l'ai vu, j'ai été très étonné. Il me faisait penser à mon jeune voisin. C'était un garçon de 21 ans. Pendant sa détention, Bowden se montre plein de remords et reconnaît son implication dans la culture de cannabis. Il a admis qu'il était le locataire de la résidence et que c'était lui qui faisait pousser la marijuana. Il a aussi admis être ami avec Paul Campagna. Bowden affirme avoir acheté les plants de cannabis d'une connaissance, mais dit avoir été confronté par Campagna, qui soutenait que les plants étaient à lui. Il disait que la personne qui les lui avait vendus n'avait aucunement le droit de le faire, que c'était ses plants et qu'il voulait les ravoir. Bowden a dit que Campagna se présentait comme un membre du crime organisé. Il disait avoir des contacts importants dans le milieu. Il l'a menacé. Et comme Bowden manquait d'expérience dans ce domaine, il ne savait pas quoi faire. Monsieur Bowden nous a dit qu'il s'occupait de la culture et des courses pour rembourser les 3 à 5 000 $ qu'il lui devait. Matt Bowden aurait-il pu tuer Campagna à cause de sa dette liée au plant de cannabis? Il a paru étonné d'apprendre son décès. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis un moment et qu'il n'avait rien à voir avec sa mort. J'avais une dette envers lui. Il me menaçait, j'essayais de le rembourser. Mais je n'ai rien à voir avec le fait qu'il soit mort. Le lendemain, la police accuse Matt Bowden de possession et de trafic de drogue, prend ses empreintes et le relâche en attendant sa comparution. À la recherche d'une nouvelle piste et d'un nouveau suspect, les enquêteurs retournent sur l'avenue McGrail. On avait beaucoup d'espoir de trouver la scène du crime. L'équipe médico-légale poursuit ses recherches et découvre un élément crucial faisant le pont avec le meurtre de Paul Campagna. Dans la maison, on a trouvé du plastique noir et du ruban gris. On a trouvé des rouleaux de ruban transparent semblables à celui qui entourait le corps. La résidence de l'avenue McGrail était maintenant reliée au site de Quarry Road. Mais la police n'a toujours pas de preuve qu'il s'agit du lieu du crime jusqu'à ce qu'il tombe sur une sinistre dissimulation. Il manquait un gros morceau de tapis dans le salon. Et le trou était partiellement masqué par une chaise. Sous la chaise, il y avait un couvre-tapis en plastique. Quand on l'a soulevé, on a vu qu'une section du tapis avait été enlevée.
Sur le plancher, il y avait des taches sombres. C'était du sang. Le bois avait été frotté avec une solution nettoyante. Pour moi, c'était une indication qu'on avait tenté de nettoyer une scène sanglante et que quelqu'un était mort à cet endroit. L'analyse médico-légale nous a confirmé à 99% que c'était le sang de Paul Campagna. La preuve que ce salon est bel et bien le lieu du crime. Mais qui est le meurtrier? Il y avait de fortes chances que Matt Bowden en sache plus qu'il ne nous l'avait dit. Mais de là à commettre un meurtre de sang-froid, Les enquêteurs se renseignent sur Matt Bowden auprès de ses amis et professeurs. c'était un étudiant doué, très brillant. Tous ses professeurs nous ont dit que c'était un plaisir de l'avoir comme élève. Ses amis ont dit qu'ils avaient vu sa maison et les plants de cannabis. Certains ont affirmé avoir vu M. Campagna et ont dit qu'il était brutal avec M. Bowden. Il lui donnait des ordres et se montrait agressif. La police demande à relever les empreintes de ses amis, qui acceptent de leur plein gré. Paul Granton veut savoir qui est entré dans la maison où Campagna a été tué. Toute personne qui était entrée dans cette maison pouvait être impliquée. Près de 3 mois après la découverte du corps, les enquêteurs reçoivent les étonnants résultats de l'analyse des matériaux qui l'enveloppaient. Quand on a reçu les résultats du labo, on a su que le plastique avait été manipulé par une main gantée. Mais le plus important, c'est qu'ils avaient trouvé 10 magnifiques empreintes digitales sur la face adhésive du ruban en toile. Elles appartenaient à Matthew Bowden. Le jeune homme de 21 ans à l'air innocent serait-il en fait le coupable? Ça a été un tournant majeur dans notre enquête. Des traces de sang sur le plancher ont prouvé que Paul Campagna avait été exécuté dans la maison louée par son jeune complice, Matthew Bowden. Matt Bowden admettait avoir collaboré avec Paul Campagna, mais affirmait qu'il n'avait rien eu à voir avec sa mort. Le chef de l'équipe médico-légale, Paul Granton, apprend alors du laboratoire qu'ils avaient trouvé des empreintes sur le ruban qui entourait la victime. Sur le ruban en toile, il y avait 10 empreintes digitales et elles appartenaient à Matthew Bowden. Ça a été un tournant majeur dans notre enquête. C'était évident que Matt était impliqué dans la mort de Paul Campagna. Mais nous ne savions toujours pas qui avait appuyé sur la gâchette. Puis, une nouvelle preuve vient semer le doute dans l'esprit des enquêteurs, à savoir si Matt Bowden est réellement le tueur. En poursuivant notre fouille de la maison, on a trouvé un reçu daté du 28 mai sur lequel il y avait les empreintes de Matt Bowden. C'était un reçu de caisse pour l'achat de 6 bières, le jour présumé du meurtre de Campagna. Comme il n'y avait pas de réfrigérateur dans la maison, on a supposé que la bière avait été bue le jour même. Les enquêteurs trouvent les canettes vides dans la maison. Sur l'une d'elles, ils relèvent une empreinte qui n'appartient ni à Bowden, ni à la victime. L'empreinte sur la canette nous a fait croire qu'une autre personne était peut-être présente au moment de l'homicide. Et il était fort possible que cette autre personne en soit responsable. Les policiers comparent l'empreinte à celle des amis de Bowden. Il s'est avéré que l'empreinte trouvée sur la canette était celle d'une connaissance de Matt Bowden. La police a maintenant 2 tueurs potentiels. On avait certainement une raison valable et suffisante de retrouver Matt et de l'arrêter. Je l'ai arrêté à Danville, au moment où il s'apprêtait à aller travailler. Ils arrêtent également son ami de longue date qui avait laissé son empreinte sur la canette. Mais les enquêteurs doivent découvrir qui a tiré. On ne savait plus qui croire. Mais Matt reste muet. Il avait reçu des directives strictes de son avocat. S'il était arrêté, il ne devait absolument rien dire au sujet du meurtre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a rien dit. Dans la pièce d'à côté, l'ami de Matt se révèle plutôt bavard. Il signe une entente et raconte ce qui s'est passé. Il a nié toute implication dans le meurtre, mais après qu'on lui ait promis de ne retenir aucune charge contre lui, il a avoué avoir aidé à déplacer le corps. Il a avoué que Matt Bowden lui avait téléphoné plus tôt ce jour-là pour lui dire que Paul Campagna était mort et qu'il avait besoin d'aide.
Il a admis que Matt avait beaucoup insisté pour le convaincre, mais qu'il avait fini par y aller. Matt a emballé le corps et il l'a aidé tout en buvant, comme on le sait, l'une des bières. Matt Bowden avait loué un camion pour la journée et s'était rendu à la carrière, où il s'était débarrassé du corps. Mais Matt avait-il tué Paul Campagna? Ou avait-il eu la tâche ingrate de nettoyer pour quelqu'un d'autre? La police confronte Matt avec la version des faits de son ami. On est retourné voir Matt et on lui a montré l'entrevue qu'on venait de faire avec son ami. Malgré cela, il refusait toujours de parler. Pour étoffer l'enquête, la police doit trouver l'arme utilisée pour tuer Paul Campagna. Si le jeune homme a commis le meurtre, où s'est-il procuré le fusil? Les enquêteurs interrogent de nouveau les amis de Matt et apprennent un fait saisissant d'une de ses connaissances. Elle se souvenait d'avoir surpris une conversation téléphonique entre Matt Bowden et son petit ami, au cours de laquelle Matt lui avait demandé de lui fournir un fusil. Deux connaissances de M. Bowden ont fini par admettre qu'il leur avait demandé un fusil pour se protéger. Le même que celui qui avait servi à tuer Paul Campagna. Une partie de notre preuve secrète était justement que la victime avait été abattue par une balle de calibre 22. Les enquêteurs n'avaient pu mettre la main sur l'arme du crime, mais disposaient tout de même de plusieurs éléments incriminants. Il y avait une lunette de fusil, les reçus de la location du camion et une fiche de bibliothèque au dos de laquelle se trouvaient des notes manuscrites indiquant la marche à suivre pour fabriquer un silencieux. Mais appartenait-il à Matt? Les empreintes relevées sur la fiche le confirment. Avec toutes les autres preuves médico-légales que nous possédions, nous avions des raisons valables et suffisantes de croire que Matt était le meurtrier. Il a laissé toute une traînée de preuves derrière lui. Bowden affirme devoir des milliers de dollars à Campagna pour ses plants de marijuana. Pour rembourser sa dette à Paul Campagna, il faisait de petits travaux. Il l'aidait à s'occuper des plants et entretenait la maison. Mais en tentant de s'extirper de cette situation, il aurait mis sa famille en danger. Il a dit que M. Campagna le menaçait, lui, son frère et toute sa famille, et qu'il avait décroché le téléphone pour appeler quelqu'un pour les faire tuer. C'est à ce moment que Matt aurait tiré sur lui. Matt Bowden avait enfin confessé son crime. Il n'était pas un simple complice de la mort de Paul Campagna, il était le tueur. Et que penser des dires de Bowden voulant que Campagna aurait menacé d'appeler quelqu'un du milieu du crime pour massacrer sa famille? Il nous a nommé des noms qui étaient effectivement reliés au monde du crime organisé. Mais il fallait s'assurer que c'était vrai. Campagna bluffait-il pour conserver sa mainmise sur Matt? Donna Moody demande à ses collègues du service de renseignement de vérifier. Personne ne le connaissait dans le milieu. Il n'existait aucun lien entre le crime organisé et Paul Campagna. Il y a de nombreuses façons de s'en assurer. Il n'y avait aucun lien. Mais la police croit que Paul Campagna n'est pas le seul à avoir menti. Il doute fort que Matt ou sa famille aient été en danger. Même l'avocat de Matt Bowden peine à croire la version des faits de son client. J'avais du mal à le croire quand il m'expliquait que la victime avait menacé sa famille et son frère et qu'il n'avait pas d'autre choix que de le tuer. J'avais très peu de preuves directes que la victime avait pu avoir un comportement déplacé. Très peu. La famille de la victime rejette également les explications de Bowden. Ce n'est pas de la légitime défense quand l'autre n'a pas d'arme. Et si c'était de la légitime défense, pourquoi s'être donné la peine de se débarrasser du corps et de couvrir le crime? D'après la trajectoire de la balle, Paul était sans doute endormi quand il a été tué. Paul était là, sans défense. Il a appuyé le fusil derrière son oreille et il a tiré. Il n'avait pas besoin de tuer mon frère. Paul cultivait possiblement du cannabis pour payer ses études en droit.
Quel était donc le motif de Bowden pour tuer Campagna? Des témoins nous ont dit qu'ils avaient entendu Matthew dire « Je vais le débarquer de l'exploitation ». Il est possible qu'il cherchait à éliminer Paul Campagna du tableau. Personne ne sait ce qui s'est passé dans la maison ce soir-là, à part Matthew Bowden et mon frère. La police a appris qu'après le meurtre, Matt Bowden avait loué un camion pour retirer les plants de cannabis. La première fois, il avait eu une panne. La deuxième, les policiers étaient sur place. Peu importe le motif, les preuves démontrent que Bowden est le tueur. C'était un grand saut pour nous. On avait un jeune témoin de 21 ans qui n'avait jamais rien fait de mal, et on a dû se faire à l'idée qu'il était en fait un assassin impitoyable. Bowden plaide coupable pour meurtre au second degré et reçoit une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 10 ans. C'est une tragédie pour tous ceux qui étaient impliqués. D'abord M. Campagna, un homme intelligent qui avait seulement perdu sa voix, et M. Bowden, qui avait 21 ans et toute la vie devant lui. On a vraiment cru qu'on avait affaire au crime organisé et aux motards, et que c'était le début d'une série d'actes de violence dans notre secteur. Mais en fait, c'était le contraire. Après que Matthew Bowden eut plaidé coupable, Donna Moody est devenue la première femme chef adjointe de la police régionale de Niagara et a reçu un prix d'excellence de l'International Association of Women Police. C'était un incroyable casse-tête médico-légal, mais finalement, on a réussi à remettre tous les morceaux à leur place.